Bonjour à tous, vous l'avez vu, il est 12h30 en Guadeloupe, un petit peu plus en France, où on nous regarde en ce moment en Martinique, en Guyane, aussi en Haïti, un petit peu plus loin dans certains pays proches de l'Afrique. Voilà, nous sommes dans le ZCL comme chaque semaine, du lundi au vendredi, avec notre ami Kessa. Bonjour Kessa. Bonjour Nick. On va tout de suite, avec la grippe, vous le savez, qui a pris de votre côté. On parlera du mois de l'Afrique comme depuis la semaine dernière, puisque le mois de l'Afrique a commencé le 2 février, devrait se terminer aux environs du 3 mois. C'est un vrai mois avec plein de manifestations. C'est la raison pour laquelle l'un des initiateurs, on peut dire, de cette organisation qui doit être très lourde, est avec nous. Kaël Tiroulien, bonjour. Bonjour. On viendra tout à l'heure avec lui pour parler d'une conférence qu'il donnera demain, mais aussi on parlera un peu de toute cette organisation du mois de l'Afrique. Pour l'instant, on revient un peu sur l'actualité avec cette opération Escargot, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, Danick. Et comme vous l'aurez remarqué, pour certains, sachez que l'opération Escargot des planteurs ce matin a pris une nouvelle dimension. Plus handicapante encore pour les automobilistes. Depuis 8h40, ils étaient à l'arrêt sur le pont de la Gabarre dans le sens Pointe-à-Pitre-Basse-Terre. Par la suite, à 9h30, ils ont étendu leur blocage dans l'autre sens, à savoir Basse-Terre-Pointe-à-Pitre. Les planteurs mènent cette opération afin de réclamer le versement des aides à la replantation attendues depuis 2014. Ce lundi matin, une cinquantaine de professionnels ont pris la route au départ de Morne-à-l'Eau pour se rendre aux abîmes où ils réclament être reçus par la région à l'antenne du Rézé. La région, elle, assure que des aides demandées ont été versées. Selon elle, seule une vingtaine de dossiers seraient encore bloqués au niveau de l'ASP, Agence de services et de paiement. Le reportage. C'est pas suffisant. Attends, vous dites même qu'on s'est allé en voie filtrant. On a voie filtrant là, et là des voitures à filtrer. Nous parlons là pour les 10 minutes, nous laissons filtrant. D'accord? Nous laissons filtrant. C'est pas suffisant. Ah ben, dis-nous comme ça que pour nous débarrer là, et sinon, qu'il utilise la force, parce que le préfet là dit qu'on a utilisé la force. Alors aujourd'hui là encore, bon ben nous nous courons encore pour difficulté nous passer. Là encore, on va montrer encore, ça va montrer encore bon mais situation nous. Il y a besoin de foutre nous coups pour propre l'argent nous. Sinon là c'est parce qu'ils ont raison. Bon moi de toute manière, on va regarder la population, regarder ce qu'elle a fait. Aujourd'hui là, nous défendre 5 ans à 7 ans et l'État, ça fait plus de 2 ans nous avons payé nous 5 ans depuis 2014, 2015, 2016, ils n'ont pas fait rien. Mais aujourd'hui là, ils ont envoyé force de l'ordre pour faire nous, faire tout en nous. Alors là, à présent, nous pouvons laisser nous faire. Nous pouvons laisser nous faire. Nous là pour défendre la famille à nous, Simon à nous. Et là, regardez, il y a une dépendance tout bitin. Là, ça pour faire qui fait à présent. Et nous attendons Charles aussi vient là, d'accord? Nous attendons Charles pas la rue là, s'il est faux, nous allons de côté et pour nous faire ça discuter parce que nous voulons répondre. Là, aujourd'hui, inadmissible d'accepter ces bidons là. Ça, là, nous toujours dit comme ça que nous, si nous en la rue là, si nous avons raison. Raison là, c'est que bon ben nous attendons qu'ils payent nous pour nous faire ça, savoir mais quelle direction nous ça prend. Là, aussitôt que nous n'y en appel ou alors nous n'y préfet là ou alors président de la région là dit comme ça que bon ben il va recevoir nous, pas de bon problème, c'est pas une proposition, mais il faut pas menacer nous pour dire comme ça qu'il va utiliser position de force pour foutre nous coups en la rue là. Et voilà en tout cas pour ce qui concerne l'opération Escargot de ce matin. Pour l'heure, il est 12h36. Nous sommes en présence de Kaël Tiroulien. Tout de suite, on passe à l'interview avec Danick. Merci pour ce passage du témoin, puisqu'on va, je vous l'ai dit, reparler un peu du mois de l'Afrique qui a commencé, je disais, depuis le 2 février. Il y a eu pas mal de manifestations. On a reçu ici beaucoup d'invités. Je veux signaler en passant, on a reçu Madame Petrus Barry, on a reçu aussi Kémy Seba. Plus récemment encore, la semaine dernière, on a reçu Marie Da Silva, enfin je ne vais pas tous les citer. Madame Aminata Traoré aussi. Non, malheureusement, elle n'a pas pu être avec nous parce qu'elle était souffrante un jour, elle était très fatiguée. Elle n'a pas pu être avec nous. On le regrette. On a reçu Raymond Tourin pour son spectacle qui a eu lieu vendredi, ce très beau spectacle qui a eu lieu ce week-end au Moule. Et donc, on reçoit aujourd'hui Kaël Tiroulien. Vous êtes l'un des animateurs de l'association Racine. Alors, la première question que je vous posais, est-ce que c'est lourd à organiser un mois de l'Afrique? C'est lourd, mais c'est intéressant. Donc, lorsqu'on est passionné, on ne sent pas, je dirais, la difficulté. C'est vrai que
c'est prenant, donc ça nous laisse peu de temps pour nous reposer. J'imagine. Hein. Mais vu que c'est agréable, nous aimons ce que nous faisons, donc nous n'y voyons pas de difficultés vraiment trop graves, quoi. Et bon, on fait ce mois de l'Afrique depuis longtemps, oui, donc on a une certaine expérience. La 12e édition, voilà. Donc déjà. On commence à avoir une certaine expérience, oui. Ce qui fait que on fatigue moins, je pense, qu'au début, où on était vraiment au charbon tout le temps. Oui. Là, maintenant, on a beaucoup de membres, on est bien, chacun connaît son poste, donc ça va assez vite aussi. Oui. Et donc, en ce qui concerne quand vous décidez, parce que c'est une manifestation qui se fait en biennale, tous les 2 ans. Hein, oui, oui. Quand vous décidez du mois de l'Afrique, j'imagine, vous avez décidé de ça il y a 2 ans. En ce qui concerne les invitations, comment ça se passe? Vous lancez à tout vent, mais c'est selon la thématique que vous avez choisi. Déjà, on se fixe une thématique. Oui. À partir de cette thématique, on essaie de voir quels sont les invités les plus appropriés pour soutenir cette thématique. Donc là, c'était l'Afrique contemporaine. Bon, c'est que Mme Aminata Traoré, on l'avait déjà rencontrée au Mali. Donc c'est une personne qu'on connaissait déjà. On connaissait aussi son parcours. Donc on savait qu'elle était incontournable. Et puis M. Kémy Séba aussi, puisque il a été élu l'homme africain de l'année par différents médias. Donc c'était ces 2 invités-là, bon déjà, ils étaient d'office, je dirais, sélectionnés. Ensuite, Mme Petrus Barry aussi, puisqu'on l'a rencontrée au cours d'année. Et c'est une Guadeloupéenne qui travaille en Afrique depuis près de 30 ans. Donc, elle a une connaissance poussée donc, de l'Afrique contemporaine. Comme c'était le thème de notre mois d'Afrique de cette année. Donc, ces 3 invités-là étaient donc, je pense, bien choisis pour parler de ce mois d'Afrique. Tout à fait. Moi, j'aimerais savoir, juste une question, combien de temps pour mettre sur pied ce projet? Eh bien, nous donnons généralement 1 an. C'est-à-dire qu'après, bon, par exemple, quand ce mois de l'Afrique sera terminé, on va souffler un petit peu. Et puis, on va déjà se projeter sur le prochain mois de l'Afrique. Donc, ça prend du temps, d'abord de se réunir tous ensemble pour pouvoir fixer les objectifs. Après, contacter effectivement les différentes personnalités. Et puis prévoir donc billets d'avion, logement, etc., toute la logistique qui va. Vous avez rencontré quelques difficultés pour cette édition? On rencontre toujours beaucoup de difficultés. C'est ça le challenge. Parce qu'il y a les visas. Par exemple, Mme Aminata Traoré a eu son visa à peu près 24 heures de la date où elle était censée être ici. Donc il y a toujours du suspense. Il y a beaucoup de suspense. Il y a donc les logements. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a les salles. Il faut trouver les salles au bon moment. Il faut que ces salles soient disponibles. Vous savez, il y a des intempéries, par exemple, cyclone Maria, etc. Bon, ben, il y a des salles que vous avez peut-être prévues et puis avec une intempérie, vous devez vous reporter sur d'autres salles. Donc, il y a quantité de phénomènes qui ne sont pas forcément de votre responsabilité, que vous devez gérer. Et donc c'est ça un peu le challenge du mois de l'Afrique, c'est à réussir à faire tout un mois. C'est vraiment, je pense qu'on est à peu près les seuls à faire cela en Guadeloupe. C'est tenir un mois. Oui, tous les justement, jours. Pourquoi un mois? Alors au départ, c'était aux États-Unis. Ça a commencé par une semaine de l'histoire du monde noir, le Black History Month, Black History Week d'abord. Et puis ils sont passés à un mois de Black History Month, le mois de février aux États-Unis. Donc, bon, ils ont d'autres moyens que nous, mais ils ont mis un mois. Donc, nous, on ne se sent pas inférieurs aux Américains. Donc, on s'est dit, on va faire aussi un mois de l'Afrique en Guadeloupe. Bon, il faut savoir que cette institution a d'abord été mise en place par M. Beauzivoire. Oui, avec le groupe Cheikh Anta Diop. Exactement, oui. Voilà. Et donc, il a fait 4 éditions. Oui. Et lui, c'était pas forcément le mois entier, mais c'était appelé déjà le mois de l'Afrique. Oui, oui. Et il y avait ça tournait plus autour de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Voilà. Donc, nous, on a un peu élargi le concept. Ouais. Et on s'est donné effectivement comme challenge de faire vraiment un mois plein. C'est-à-dire tous les jours. Il y a 1, 2 conférences, une prestation musicale, un concert, une expo, etc. Donc on a un programme, je dirais, digne des plus grands festivals. Ah non, c'est un vrai festival. Voilà. Et avec effectivement les moyens que nous avons, des moyens assez modestes. Donc on arrive à réaliser de grandes choses. Donc c'est un appel aussi pour ceux qui peuvent financer ce genre d'événements. Il ne faudrait pas hésiter à nous financer correctement
parce que on est capable de faire de grandes choses. On l'a démontré et je pense qu'avec un peu plus de financement, on fera encore plus grand. Alors, je vous pose la question à l'envers maintenant. Il y a deux questions qui se posent. 12 ans après, est-ce qu'aujourd'hui, le ressenti du Guadeloupéen vis-à-vis de l'Afrique commence à changer? Et après, on parlera du ressenti des Africains vis-à-vis des Guadeloupéens. Eh ben, je dirais que c'est hyper positif. Je pense que beaucoup de militants dans différentes causes, des fois, ils finissent avec des limbés. Mais nous, on est dans la joie. On est dans la joie parce que on voit les fruits de notre travail. Il faut voir 12 éditions, comme c'est une biennale, ça veut dire déjà 24 ans. Ça veut dire plus de 20 ans d'engagement. Et donc, on a eu le temps de voir. Ouais. Et aujourd'hui, on constate que de plus en plus de Guadeloupéens d'origine africaine reconnaissent leur africanité, la revendiquent, en sont fiers. Jadis, c'était plus compliqué. Oui. Beaucoup d'afro-descendants, comme on dit, ou bien de Guadeloupéens d'ascendance africaine, avaient un sentiment de, je ne dirais pas de honte, mais en tout cas, ils n'étaient pas à même de défendre cette africanité. Il n'y avait pas de fierté. Voilà, voilà. Certains même avaient tendance à fuir ce concept et à se définir par d'autres concepts, tels que le concept de créolité, par exemple. Oui. Beaucoup de gens se définissaient comme créoles, ce qui est un mot un peu galvaudé, puisque le créole, au départ, c'est un blanc qui s'est installé dans les îles et qui a fait les œuvres que nous connaissons. Donc, se revendiquer créole quand on a la peau noire et les cheveux crépus, ça ressemble vraiment à un gag. Oui. Mais ce qui est bien, c'est que petit à petit, ce concept, qui je crois, le concept de créolité est né en Martinique, ce concept est en train de se casser la figure grandement. Et aujourd'hui, l'africanité est en train d'émerger. Donc de plus en plus de personnalités, du spectacle, de la politique, de différents ordres, je dirais, d'activités, sont en train maintenant de revendiquer cette africanité et s'inscrivent dans les luttes qui concernent ce concept. Vous savez qu'on a beaucoup de luttes à mener, par exemple sur les réparations, voilà, sur l'unité africaine, etc. Donc beaucoup de Guadeloupéens qui étaient très loin, très éloignés de ces problématiques sont aujourd'hui beaucoup plus proches grâce au mois de l'Afrique. Il y a aussi, je pense, un des effets positifs de notre biennale, c'est aussi la capacité que beaucoup de femmes ont aujourd'hui à s'accepter telles qu'elles sont. Puisque nous avons mis en place aussi le concours Reine de Sabbat, voilà, le week-end naturel, voilà, ça vient à grands pas. Oui, oui. Donc, tous ces concours-là ont fait que de plus en plus, c'est facile de le remarquer, en Guadeloupe, beaucoup de femmes sont maintenant avec les cheveux naturels, sont fières d'être ce qu'elles sont, ont confiance en elles et développent déjà des niveaux aussi d'études très avancés. Je dirais même que nos jeunes Guadeloupéennes sont en train de supplanter nos jeunes Guadeloupéens. Donc il y a toute une mouvance qui est en train de se faire et je pense que nous ne sommes pas étrangers à ces changements puisque notre action, elle est peut-être souterraine, elle n'est pas forcément hyper médiatisée, mais enfin, grâce à Canal 10, nous avons quand même des antennes, et ce qui fait que petit à petit, en tout cas, même les autres télévisions nous appellent et nous demandent de communiquer là-dessus parce que au départ, nous étions un petit peu ostracisés, un petit peu marginalisés, mais de plus en plus, on constate que nous sommes en train de rentrer, je dirais, dans la normale des choses. Les gens comprennent notre lutte, comprennent notre vocation, notre combat, et donc de plus en plus, je pense que le jour, il se fait jour, quoi. Alors, la question inverse. Alors, tous les Guadeloupéens qui ont vécu en France, qui ont été étudiants en France, comme moi et comme bien d'autres, savent bien que les conflits, des petits conflits, enfin, entre guillemets, je veux dire, des différences, on va dire, entre Africains et Afro-descendants, il y a quelques années, étaient aigus. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le regard des Africains vis-à-vis de nous commence aussi à changer? Complètement, complètement. Et je le dirais d'ailleurs à partir de notre expérience, c'est-à-dire qu'au début, quand on faisait le mois de l'Afrique, il y avait très peu d'Africains du continent qui s'inscrivaient dans le mois de l'Afrique. C'était nous, les Guadeloupéens, Africains déportés, qui menions le combat vraiment à fond. Aujourd'hui, il y a une rencontre, et il y a une pleine harmonie entre les Africains du continent et les Africains de la diaspora qui travaillent ensemble sur le territoire Guadeloupe. Donc ça, c'est une nouveauté. Il y a de plus en plus d'Africains qui sont très contents de ce qu'on fait parce que ça leur permet effectivement d'avoir un autre regard aussi des Antillais sur eux-mêmes, parce que quand le regard change,
Ça permet aux Africains qui vivent ici, du continent, qui viennent d'arriver, eh bien, de se sentir mieux, parce qu'au départ, ce n'était pas évident pour eux non plus, puisqu'il y avait une forme de racisme, de négrophobie qui existait en Guadeloupe, ce qui est un comble. Mais il faut savoir que beaucoup de Guadeloupéens noirs n'aimaient pas les Africains, n'aimaient pas les Haïtiens. Rejetaient même. Rejetaient les Haïtiens, rejetaient les Africains. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore ce type d'individus. Mais avant, c'était massif. Donc, je pense qu'on est en train d'évoluer beaucoup dans notre rapport avec l'Afrique. Et beaucoup d'Antillais maintenant apprécient donc, les Africains. Il y a de plus en plus de Guadeloupéens qui voyagent et qui partent en Afrique, qui vont visiter, qui passent des séjours. Il y en a même qui restent vivre là-bas. Il y a de plus en plus d'Africains qui viennent dans les Antilles, en Guadeloupe. Donc, on commence à se connaître mutuellement. Et je crois que les petits malentendus qui existaient il y a quelques décennies sont en train de disparaître. Alors, quel est, Kaël, de votre point de vue, parce qu'on parle de l'Afrique, c'est très vaste, c'est grand, c'est global, de votre point de vue en tant qu'organisateur de ce type de manifestation, les pays africains qui de plus en plus sont fréquentés par des Antillais ou des Africains, de quel pays qui viennent de plus en plus à ce type de manifestation? Alors, au départ, on sait qu'il y avait beaucoup de Congolais, parce qu'il y a une colonie congolaise guadeloupéenne enfin, afro-guadeloupéenne qui existe encore. Alors, est-ce que ça commence à s'ouvrir vers d'autres régions? En Guadeloupe, il y a toute une partie de l'Afrique. Oui. Moi, je connais des Sénégalais, des Ivoiriens, des Guinéens. Bon, il y a vraiment une diversité. Et puis, nous, les Antillais, on part souvent en Afrique. Et il y a des Antillais partout. Moi, je suis un féru de l'Éthiopie, où je me suis déjà rendu 6 fois. Et donc, chaque fois que je vais là-bas, je vois des Antillais qui commencent à s'installer, qui vivent là-bas. Il y a d'ailleurs un Bastérien qui s'appelle Alex qui a monté un hôtel. Voilà, donc il y a des Antillais qui commencent à investir aussi en Afrique. Il y a une association en Guadeloupe qui s'appelle KRCD, qui est en relation avec le Sénégal et qui fait une œuvre importante là-bas avec d'éducation, de transmission. Donc ils organisent aussi des voyages. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Je pense que le monde noir en général est en train de se révolutionner, d'émerger. Bon, pas sans difficulté, mais il y a de bons espoirs. Il y a une croissance aussi en Afrique, par exemple en Éthiopie, une croissance à 2 chiffres. Donc, au Ghana aussi. Voilà, il y a des pays qui se développent et qui se développent correctement. Donc, il y a beaucoup d'indices d'optimisme. Je pense pour nous... Alors, je suis quand même étonné, Kaël, qu'à l'issue de ce mois de l'Afrique, il n'y ait pas un voyage organisé. Alors, je vous dis ça pourquoi. On peut essayer de faire comprendre ce qui se passe. Vous savez, il a même démarché nos amis indo-guadeloupéens avec l'Association des Amis de l'Inde. Et régulièrement, il y a maintenant des voyages de découverte vers l'Inde. Alors, est-ce que Racine organise ou pense organiser ce type de déplacement? C'est le cas. C'est-à-dire qu'en mois d'août, nous partons en Éthiopie pour 3 semaines. Donc nous avons déjà, nos voyageurs sont déjà prêts. Donc la liste est complète. Parce que nous ne partons pas avec beaucoup de gens, parce que c'est difficile à gérer 50, 70 personnes, 100 personnes dans un voyage. Donc nous, on fait des voyages avec des petits groupes de 15 personnes. Donc là, notre groupe est déjà complet. Et on part, si Dieu veut, en mois d'août en Éthiopie pour 3 semaines. Donc on sort... Addis Abeba, Laktana, Baïrda, Aksum, Gondar, Chachamane. On fait un grand parcours. Et la situation s'est un petit peu améliorée en Éthiopie, parce qu'on sait qu'il y a une période où ça a été très difficile là-bas. Oui, mais moi, franchement, quand j'y vais, je me sens très bien, même plus en sécurité qu'en Guadeloupe. Ah bon? Ah oui, de loin. De loin, les gens ne sont pas nerveux là-bas. J'entends pas des crimes chaque jour quand je suis en Éthiopie. Donc, non, je me sens bien là-bas. Et c'est un pays très vaste qui fait plusieurs fois la France. Et qui a un climat très agréable. Avec des montagnes, c'est très montagneux. Addis Abeba même est déjà à 2600 mètres d'altitude, donc c'est plus haut que la Soufrière. Donc il y a des montagnes qui montent à 4000 mètres. Donc voilà, c'est vraiment un grand pays
très vert, contrairement aux images catastrophiques qu'on a depuis les années 74. Il y avait une famine, voilà. Donc les gens sont restés bloqués sur cette famine qui était dans le sud de l'Éthiopie. Pas seulement pour l'Éthiopie, hein, mais pour beaucoup de pays d'Afrique. C'est le pouvoir des médias. Hein. C'est-à-dire que si vous filmez, je sais pas, pendant un certain nombre de temps que des choses catastrophiques, c'est vrai que ça influe sur l'imaginaire populaire. Et les gens se disent, moi je veux vous confier une chose, c'est que la première fois que je suis allé en Éthiopie, j'avais une trousse de pharmacie, je pensais que j'allais peut-être pas revenir. Donc, je suis parti avec toutes sortes de médicaments, de trucs, et j'étais bien bête, puisque arrivé là-bas, j'étais très bien, aucune maladie, aucun problème. Alors, deux petits mots avant de passer à votre conférence. Alors, il faut que je vous pose la question. Est-ce que, très rapidement, vous pensez que nos politiques commencent à prendre... j'ai envie de dire, cette direction aussi, nos politiques d'origine afro-descendante, je parle, commencent à s'inquiéter de leurs racines. Est-ce que vous avez des retours sur les politiques en général? Disons, pas suffisamment, puisque nous voyons les fréquentations que nous avons justement dans le cadre du mois de l'Afrique, pourtant c'est très populaire, hein, nos salles sont pleines. Je pense que vous le savez, hein, monsieur Zambronis. Chaque fois qu'on fait une conférence, c'est à salle comble. Hein, salle comble. Nous avons donc beaucoup de succès dans ce mois de l'Afrique. Mais par contre, c'est vrai que les politiques se brillent par leur absence, à part certains. À part certains, quand même, je ne sais pas si je dois les nommer, mais en tout cas, il y a monsieur Brédan, qui lui est assez constant et que je remercie d'ailleurs pour sa présence. Mais il y a effectivement un taux d'absentéisme assez important. Oui, c'est assourdissant, le silence est assourdissant. Alors peut-être que si on parlait de métissage ou de créolité, ils seraient tous présents, mais malheureusement... Métis, c'est vrai. Alors, autre question, rapidement. Je sais que ça va vous faire bondir, moi je pose la question quand même. Rien n'a été organisé au MAC. Ah non, c'est quoi le MAC? Memorial Act. Memorial Act. Memorial Pact. Oui, bon, le MAC... C'est un choix, non, c'est un choix. C'est-à-dire, bien sûr que nous n'irons pas dans le MAC pour le mois de l'Afrique. Vous connaissez mon point de vue sur le MAC. C'est une ineptie. Et c'est un monument qui est la honte de la Guadeloupe. Dans l'état actuel des choses, vu son contenu, nous ne pouvons pas effectivement avoir aucun lianage avec le MAC, et je pense qu'il ne nous le demande pas non plus. D'accord. Deuxième, avant-dernière question. Depuis quelque temps, vous avez dû entendre ça, le CIPN a lancé le concept d'Africain réduit en esclavage à frais. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept? Je pense que c'est comment on appelle ça? J'ai pas envie d'être méchant, mais allez-y. Moi, je pense que monsieur Lucrenette, que j'apprécie, hein, j'ai du respect pour ce monsieur qui a une grande histoire, mais je pense que là, il a déliré. Réellement, il doit avoir un problème avec son africanité, justement, et il cherche à s'en évader par des concepts qu'il invente, tels que le mot afres, qui d'ailleurs a une connotation très négative, hein, affre. D'ailleurs, ça veut dire bête de somme en moyen français. Bête de somme, mule, etc. C'est la signification même du mot affre. Donc, trouver ce mot pour désigner nos ancêtres, valeureux ancêtres qui ont déjà traversé tant et tant de difficultés, justement, les affres de l'esclavage, eh bien, les appeler affres. Après cela, eh bien, je pense que c'est un joli pied de nez qu'on leur fait, et c'est vraiment très méchant. Donc, j'espère que le... Hein? Vous mettez une quoi dessus, sur affres? Mais ça n'ira nulle part. Je ne pense pas que les Guadeloupéens soient assez fous pour adhérer à ce type de concept qui sortent de la tête d'un seul homme et qui n'ont rien à voir avec, je dirais, l'équité, la justice, la vérité historique. Dernière question, on prendra la pause et on va vous retrouver en deuxième partie pour parler uniquement de votre conférence. J'ai reçu ici pendant 3 émissions un auteur guadeloupéen qui a sorti un gros ouvrage qui s'appelle le Woussikam, qui propose justement d'enlever le terme créole et de le remplacer par Woussikam en parlant de la recherche de l'histoire même des Guadeloupéens au-delà de l'Afrique, mais jusqu'en Égypte. Je ne sais pas si vous avez lu ou entendu parler de ce bouquin. Si, bien sûr, je connais. Je suis allé aussi à la conférence. Jean-Luc Vivier s'appelle. Oui, je le connais. Il est très sympathique aussi. Alors, j'en profite. Hein. J'ai pas de problème personnel avec M. Renette. Non, mais c'est pas un règlement. Non, c'était juste le concept que j'apprécie pas. L'homme, c'est autre chose.
Bon, maintenant, pareil pour Monsieur Divial, c'est quelqu'un de très sympathique. Son concept de Wusikam, bon, ben, il faut être imaginatif dans la vie, c'est bien, il a de la créativité. Ben, maintenant, concernant sa maîtrise des hiéroglyphes, je ne sais pas, je pense qu'il y a encore du travail, il est encore bonifiable et il y a encore du boulot, quoi. Mais c'est une bonne chose. Parce qu'il a donné ici des choses que nous ne savions pas. Personnellement, et quand même, je suis beaucoup intéressé à l'Afrique, etc. Il nous a expliqué ici, par exemple, que le concept du carnaval, tel qu'il est vécu, ça existait déjà chez les Africains, y compris le Noël, les sapins de Noël, etc. Déjà, chez les Africains, ça existait. Ouais, bon, vous savez, avec un peu de science, on peut dire ce qu'on veut. Le concept du carnaval, c'est un concept, pour ma part, que je trouve très occidental. Alors, certains disent qu'il est européen, d'autres disent que c'est les Africains qui l'ont emmené en Europe. Après, comment dire, on s'empare de certaines choses et puis on les transforme. Le carnaval en Guadeloupe, je ne suis pas contre, puisqu'il y a des groupes, par exemple à Pau, tels que Akio, avec qui on fonctionne très bien. Qui sont intéressants, et puis c'est une culture, c'est devenu une culture, tradition guadeloupéenne. Donc c'est très bien, mais de vouloir faire remonter ces choses-là à l'Égypte ancienne, surtout sur les documents qu'il utilise pour valider sa thèse, non, l'Égypte c'était des cérémonies religieuses, c'était vraiment quelque chose, c'était une religion construite avec des prêtres, avec des temples, avec des cérémonies qui étaient liées à des conceptions cosmogoniques. Donc c'était tout un ensemble de croyances, de cosmothéologie philosophique, comme dirait Monsieur Mumba Mingue Bilolo. C'était vraiment une pensée globale qui s'exprimait à travers ces rites. Ce n'était pas un folklore, ce n'était pas un amusement non plus. C'était réellement des conceptions religieuses qui étaient à la base de ces cérémonies, et donc avec des prêtres, avec un clergé qui avait des rituels, qui avait aussi une hygiène alimentaire, etc. Donc qu'on puisse s'en inspirer pour créer quelque chose, je veux bien, mais qu'on dise que c'est en droite ligne, que je dirais que c'est la science égyptienne qui ressurgit sous cette forme-là en Guadeloupe. Bon, tout ça, ce sont des montages, je pense. Oui. Mais j'ai lu son livre avec plaisir. Je n'ai pas fini de le lire parce que un livre, ça se lit plusieurs fois aussi. Voilà, c'est un pavé. Mais moi, je m'intéresse, il se trouve que je m'intéresse aussi aux hiéroglyphes. Oui. Et voilà, donc... il y a des choses à dire, peut-être on prendra le temps un jour de mais d'espérer, parce que je sais qu'aujourd'hui qu'il y a deux thèses qui s'affrontent sur l'origine, nos origines africaines, la thèse éthiopienne et la thèse égyptienne. Alors comment on fait non, c'est facile, il suffit de regarder les textes égyptiens, les textes grecs, les textes de tous les peuples. L'Éthiopie est avant l'Égypte, c'est une évidence. L'Égypte est fille de l'Éthiopie, d'ailleurs même au niveau géologique. Le pays qu'on appelle l'Égypte n'existerait pas s'il n'y avait pas les fleuves d'Éthiopie qui descendent avec le Nil éthiopien et qui amènent donc les alluvions d'Éthiopie et qui ont donné ce sol-là, qui ont donné aussi les premiers civilisateurs de l'Égypte, dont Osiris, par exemple, Khem-Ur, qui est donc d'origine éthiopienne, tel que aussi Djéouti, qui vient d'Éthiopie, qui est représenté uniquement par des animaux qui n'existent qu'en Éthiopie actuelle, c'est-à-dire le singe Amadrias, l'Ibis Ethiopicus. Donc, il n'y a pas à tanguer là-dessus. L'Égypte est fille de l'Éthiopie, l'Égypte pharaonique est fille de l'Éthiopie. Il y a d'ailleurs Babacar Sall qui a écrit un très bon ouvrage qui s'appelle Les racines éthiopiennes de l'Égypte ancienne, où c'est développé en fond en comble au niveau de l'art rupestre, au niveau de tout, quoi. Donc qu'on puisse se rattacher à l'Égypte, c'est une bonne chose. Oui. Mais il y a, au-delà de l'Égypte, il y a la Nubie. Donc on peut dire, on s'arrêtera là pour l'instant, on va se retrouver tout à l'heure pour parler de votre conférence. Tout commence en Éthiopie? Bien sûr, c'est là qu'on a trouvé les plus anciens ossements, depuis les Australopithèques afarensis tels que Lucie, qu'on appelle Dikenesh en Éthiopie. Les Homo 1, Homo 2, Selam, qui est encore Idaltu. Donc tous les fossiles les plus anciens, que ce soit au stade de l'Australopithèque ou au stade de l'Homo sapiens sapiens, sont d'origine éthiopienne. Donc l'Éthiopie, effectivement, est le berceau de l'humanité. Il y a de très fortes chances, je pense que je ne suis pas le premier à le dire. Oui. Tous ceux qui sont sur ce sujet, on l'a déjà dit avec beaucoup plus de brio, en passant par l'ADN, l'étude de la génétique moléculaire, en passant par l'archéologie, par différentes choses, même la linguistique.
Oui. D'accord, on se retrouve tout à l'heure. Il est 13h01 dans le ZCL. C'est l'heure de prendre la première pause publicitaire. Je vous rappelle que vous êtes en direct du ZCL, mais aussi de RHT Radio Tension et de C10 FM. On va retrouver Kaël Tirolien tout à l'heure pour parler de sa conférence qui se tiendra demain, mardi 20. C'est une conférence à la médiathèque du Lamentin à 19h. Ce que nous ne devons plus ignorer sur notre histoire. Je pense qu'on en a déjà fait un bon petit bout. Cette première partie de l'interview. À tout à l'heure. Voilà, il est 13h07. Retour sur le plateau du ZCL avant de terminer notre entretien avec Kaël Tirolien, qui est notre invité aujourd'hui et qui est l'un des initiateurs et organisateurs du Mois de l'Afrique. On va tout de suite retourner à l'actualité avec Keïssa Zorobabel. Oui, et maintenant en direction Pointe-à-Pitre pour une rencontre personnalisée et de présentation des actions départementales. En ce sens, les conseillers départementaux Marcel Sigiscard et Sandra Anjaric, accompagnés de leurs suppléants Jean-Charles Saget et Ivan Jacques Roche, ont présenté samedi matin à la population les actions menées dans le cadre de leur mandat au conseil départemental. Un bilan d'étape cruciale à mi-mandat et au moment où les enjeux socio-économiques de la Guadeloupe deviennent de plus en plus importants. Le reportage avec Chris Kevimani. Alors ce soir, nous avons invité la population à un bilan d'étape, comme nous nous étions engagés, Sandra Anjaric et moi-même, avec nos colistiers, de répondre à l'attente de la population en venant régulièrement leur rendre compte de ce que nous faisons. Donc ce soir, nous le faisons à la salle Georges Tarrer pour présenter l'action du département de façon générale, mais l'action en particulier que nous faisons et qui se fait sur notre canton à Pointe-à-Pitre. Nous avons préparé en cela des documents en fonction de nos compétences, de nos représentations, de telle sorte que nous puissions dire à la population à la date d'aujourd'hui que nous avons été élus le 16 octobre 2016 et qu'aujourd'hui nous entendons leur dire voilà et échanger avec eux sur ce que nous avons fait. Donc cet effort-là, nous le poursuivons et nous entendons dire aujourd'hui au point 3 qui nous avait fait confiance que nous allons poursuivre cette action dans l'avenir et que l'année prochaine nous referons le même point d'étape à peu près à la même date. Ce soir, M. Sigiscard, son suppléant M. Jean-Charles Saget, moi-même Sandra Anjaric et ma suppléante Ivan Jacques Roch, nous présentons à la population notre bilan de mi-parcours. Nous avons été élus en effet en octobre 2016 et il nous a paru important de faire savoir là où nous avions déjà progressé, là où nous nous sommes engagés à répondre aux besoins de la population. Ce sera donc l'occasion ce soir de présenter les grands dossiers que nous menons et d'échanger également avec la population qui souhaite avoir des éclairages. Le premier échange de ce genre que nous organisons ce soir, mais nous rencontrons également régulièrement les associations. Nous sommes également sollicités, donc soit à travers des courriers, soit à travers des demandes directes que nous portons ensuite au palais départemental à Basse-Terre pour traitement. Pour ma part, j'appartiens à plusieurs commissions, donc nous siégeons tous deux, mon collègue Sigiscard et moi-même, au sein des conseils d'administration et nous travaillons aussi en parallèle avec nos suppléants qui, quand ils ont également des demandes à faire remonter, le font. Voilà, il est 13h10, je vous l'ai dit, nous recevons notre invité Kaël Tirolien. Avec lui, nous parlons du Mois de l'Afrique, mais aussi de cette conférence qui aura lieu demain. Alors, Kaël Tirolien, ce que nous devons plus ignorer sur notre histoire. Alors, quand vous dites notre histoire, c'est l'histoire de la Guadeloupe ou quelle histoire? Parce que très belle question. Il y a tellement d'histoires, il y a des pays européens, etc., les Français, etc. Alors, c'est quoi notre histoire? C'est vrai, c'est une belle question. Bon, il faut savoir que nous sommes dans le cadre du Mois de l'Afrique. Oui. Donc, c'est principalement l'histoire du monde noir. D'accord. Nous ne faisons pas de racisme, hein, nous ne faisons pas d'exclusion, mais nous nous occupons un peu de nous, quoi, parce que nous sommes les plus touchés. Vous savez qu'un rapport de la région Guadeloupe datant de M. Lurel avait expliqué que la plupart des jeunes qui sont en prison en Guadeloupe sont des afro-descendants. Oui.
la plupart des jeunes qui souffrent, aux États-Unis, voilà, qui s'entretuent, etc., appartiennent à ce qu'on appelle les afro-descendants. Donc nous, c'est notre public privilégié parce que c'est le public qui souffre le plus en Guadeloupe. C'est le public qui est vraiment touché par toutes les tares de la société moderne occidentale, le chômage, la drogue, le crime, etc. La violence, oui. La violence. Mais alors, est-ce qu'ils entendent ce discours, Kael? Est-ce que oui, parce que ces jeunes oui, on a des rencontres avec les jeunes. D'ailleurs, à l'occasion du passage de M. Kémy Séba, on est allé dans les différents quartiers, voilà, Mortenol, Boissard, etc. On est allé à la rencontre des jeunes qui sont en difficulté. Et donc, ils sont en fait en quête de reconnaissance aussi. Oui. Parce qu'ils sont mis à part. De par, voilà, de par des problèmes familiaux, de par des problèmes sociaux aussi. Sociaux, voilà, exactement. Oui. Donc, ils attendent qu'on puisse établir un lien avec eux. Et réellement, moi, ça a été pour moi un moment très édifiant de me retrouver avec ces jeunes-là qui sont en difficulté, que je connaissais déjà par mon travail, mais que j'ai vu dans leurs conditions de vie maintenant, dans le ghetto, comme on dit. Et voilà, donc c'est principalement notre public, c'est vraiment, c'est ouvert à tout le monde, bien sûr, le mois de l'Afrique, et ça, c'est sans discussion. Ça devrait intéresser tout le monde, parce que la connaissance, c'est pour tout le monde, c'est pas simplement pour les afrodescendants. Mais c'est vrai que le public afrodescendant, c'est notre cible particulière. Donc quand on dit ce que nous ne devons plus ignorer sur notre histoire, c'est principalement l'histoire du monde noir, parce qu'elle n'est pas étudiée à l'école. Généralement, un Guadeloupéen qui a fait un bon cursus scolaire maîtrise parfaitement l'histoire de France, l'histoire de la Grèce, de Rome, de la Rome antique. Là, il est incollable là-dessus, la Seine, la Garonne. 1515. Marignan. Voilà. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'il y a des réflexes. Voilà, tout le monde connaît vraiment tout ce qui concerne l'Europe, l'Occident. Oui. Et pourtant, on n'a pas des têtes d'Occidentaux. Donc, il y a une contradiction là. Et je pense que c'est mon père qui disait, Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Oui. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. C'est une école qui nous éloigne de nous-mêmes. Donc, c'est cette éducation qui est uniquement tournée vers l'Occident que nous critiquons, en fait. On appelle l'aliénation. Hein. L'aliénation, voilà, culturelle. Et donc, nous avons choisi de donner ce qu'on n'a pas dans le cursus normal. Donc, l'école buissonnière, comme on appelle ça, l'école parallèle, eh bien, voilà, nous, on donne des cours, on donne des conférences, etc., pour essayer d'apporter des éléments qu'on n'a pas pu aborder pendant le cursus scolaire habituel. Donc le mois de l'Afrique, il sert aussi à ça, connaître les civilisations africaines, connaître les peuples, connaître les traditions, connaître les religions, voilà, par exemple, un petit sujet juste rapidement. Beaucoup de gens en Guadeloupe associent par exemple christianisme à Europe. Oui. Pour pratiquement 99% des Guadeloupéens, si vous leur dites christianisme, ils pensent papoter, Rome, Europe. D'accord? Parce que les médias, ils passent que le pape à la télé. Voilà, s'il y a un prêtre qui change, qui quitte la Guadeloupe, ça passe à la télé. S'il y a un prêtre qui vient le remplacer, ça passe à la télé. L'évêque arrive, ça passe à la télé. Bref, il n'y en a que pour le catholicisme romain, comme son nom l'indique. Et ça, c'est une grave erreur. Parce que le christianisme n'a jamais commencé en Occident. Les Occidentaux n'étaient pas chrétiens. Le christianisme a commencé en Orient et principalement dans la terre d'Afrique aussi, puisque la plupart des premiers chrétiens ont eu à être en Égypte, par exemple, où le monachisme a commencé. Donc il y a beaucoup de notions qui sont galvaudées, quoi. Les gens associés à l'Europe, par exemple, tout ce qu'on appelle les pères de l'Église, Tertullien, Cyprien, Augustin, tout ça c'était des gars d'Afrique du Nord. Absolument. Avec des noms latinisés. Oui. Mais c'était les Africains. Donc, il y a beaucoup d'erreurs concernant cette religion, par exemple. Ouais. L'Éthiopie, par exemple, est chrétienne. Il y a plus de 50 millions d'Éthiopiens qui pratiquent le christianisme orthodoxe. On ne le dit jamais. Et ça, les gens ne le savent pas. Et leur christianisme est beaucoup plus ancien que le christianisme qu'on trouve en Europe. Et tous les exégètes européens le disent. Hein. On dit, si vous voulez cacher une vérité à un noir, il suffit de l'écrire dans un bouquin. Ouais. C'est un méchant proverbe, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. C'est-à-dire qu'on ne lit pas assez. Et si on lisait plus, on verrait que ce n'est pas moi qui invente ces choses-là. Ce sont des choses qui sont écrites dans les bouquins les plus acceptés, en Occident même, où les gens reconnaissent ces choses-là. Alors, votre conférence, Gaël, ira de où à où?
Elle ira du commencement jusqu'au Memorial Act. Jusqu'au Memorial Act. Exactement. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on va passer par le berceau de l'humanité. Oui. L'Afrique berceau de l'humanité, l'Afrique mère de la civilisation. On va parler un petit peu aussi de l'Afrique glorieuse, de moyenâgeuse, l'Afrique des grands empires. Et puis ensuite, le Yovoda, c'est-à-dire le désastre, la confrontation avec le système occidental, avec ce qui va suivre, c'est-à-dire la déportation et la réduction en esclavage des Africains, et non pas des Afres. Donc voilà ce dont on va parler. Et puis ensuite, on va arriver donc sur les temps d'aujourd'hui et la falsification actuelle qui continue. La mauvaise éducation qui continue dans les lieux mêmes qui sont censés rendre hommage à nos ancêtres. Donc, je pense que le repas sera complet. Il y aura l'entrée, le plat de résistance et le dessert. D'accord. Bon, bah, écoutez, on prend mot avec vous, donc demain 19h. Demain 19h à la médiathèque du Ce que nous ne devons plus ignorer sur notre histoire africaine. Je complète, sur notre histoire africaine. Il manque un petit mot. Ça part de 19h, participation. Mais c'est l'histoire de tout le monde, hein, ceci dit. Que vous soyez blanc, que vous soyez indien, que vous soyez chinois, vous venez d'Afrique. Oui. L'humanité, elle est une et indivisible. Il y a une seule race humaine, c'est le discours occidental d'une certaine époque qui a placé ce qu'on appelle les races et qui a fait des hiérarchies raciales, race supérieure, race inférieure. Ça n'existe pas au niveau scientifique. Il n'y a qu'une seule race humaine et cette race humaine, elle s'est diversifiée. Et elle est née où le premier homme sort d'où? Jusqu'à aujourd'hui, c'est en Afrique. Ils ont même trouvé récemment un Africain en Angleterre. Vous avez dû voir cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Mais les Africains étaient partout. Les Africains ont voyagé partout. Les Africains 20 000 ans après, l'Africain d'origine. Et quand on va dans certaines régions de l'Inde, on trouve encore des Noirs africains qui sont comme des Africains et qui sont dans une région de l'Inde. Et il y en a dans toute l'Amérique du Sud aussi. Au Pérou, en Colombie, etc. En tout cas, on vous remercie d'être venu, puisqu'on a encore quelques invités à recevoir ces jours-ci. Et puis, la prochaine manifestation, alors, je l'ai posé à Mme Tyrolien il y a quelques jours. Je lui demandais s'il fallait rien rater. Qu'est-ce qu'il fallait alors, ceux qui restent là, qu'est-ce qui serait... Ce serait dur de dire, vous pouvez rater ça et vous ne pouvez pas rater ça. Ils ont répondu les deux la même chose. Par contre, franchement, le concours Reine de Sabbat. Reine de Sabbat ce week-end, samedi. Qui arrive samedi. Oui. Franchement, moi je ne veux pas le rater. Voilà. Donc, il ne faut rien rater, mais il ne faut surtout pas rater la Reine de Sabbat. La Reine de Sabbat. Et d'ailleurs, il est prévu qu'elle soit lundi prochain à votre place ici. Quand elle aura été élue. Quand elle sera élue, elle sera ici. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. J'ai comme l'impression. En tout cas, merci. Il y a Tyrolien d'être venu. Puis on rappelle notre conférence. Kael Tyrolien d'être venu à ce micro et à cette télévision. Et on vous remercie encore et on donne rendez-vous tout le monde à 19h. C'est moi qui vous remercie. Mardi, demain, à la médiathèque du Lamentin. Qu'est-ce à la suite du journal? Et maintenant en direction Paris, où vendredi, l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault a dit se donner 1 an afin de trouver les fonds nécessaires à la création d'une fondation sur l'esclavage. Président de la mission de la mémoire de l'esclavage, des traites et de leur abolition, Jean-Marc Ayrault a été auditionné récemment par la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Le reportage avec Maurice Cessé. Il y a beaucoup de choses qui se font déjà, mais il y a eu un grand tournant, c'est la loi Taubira en 2001, qui a été votée à la quasi-unanimité du Parlement et qui a permis à la France de reconnaître, et c'est quand même très courageux, que la traite et l'esclavage était un crime contre l'humanité, et qui a conduit aussi à créer une journée de commémoration qui a lieu tous les ans le 10 mai, et qui a aussi préconisé que cette histoire soit enseignée dans les programmes scolaires et qu'elle donne aussi lieu à beaucoup d'initiatives qui ne sont pas tournées vers le passé, mais qui sont aussi tournées vers les questions d'aujourd'hui. Comment faire reculer les discriminations, comment faire reculer le racisme, comment faire progresser l'idée d'égalité, en racontant cette histoire pour mieux la connaître et la maîtriser, mais aussi en étant capable de lutter à l'échelle mondiale contre l'esclavage qui continue d'exister dans un certain nombre de pays, y compris parfois sous une forme domestique dans certaines de nos sociétés européennes. Donc la Fondation a pour mission de passer à la vitesse supérieure, de passer à un niveau de plus grande mobilisation encore, et donc c'est le travail qui m'a été confié. Aujourd'hui nous avons un groupement d'intérêt public qui bénéficie de l'appui
des différents ministères, et pas seulement le ministère des Outre-mer, notamment celui de la Culture, et qui a pour objectif de créer les conditions de cette fondation qui ensuite, lorsqu'elle sera créée, pourra venir en soutien à de nombreuses initiatives qui existent sur les territoires et en Hexagone et aussi Outre-mer, et je pense par exemple au Memorial Act de Guadeloupe. Oui, mais il faut des utopies, vous savez. Lorsque la traite a eu lieu pendant plusieurs siècles, l'esclavage aussi, il y a dès le début d'abord des esclaves qui se sont révoltés, qui ont lutté pour leur liberté, puis ensuite il y a des hommes et des femmes à travers le monde entier qui se sont battus pour l'humanité et contre l'esclavage. Et ces gens se sont battus parfois longtemps et jusqu'à leur mort sans réussir, mais c'était une forme d'utopie. Mais aujourd'hui, est-ce que vous ne croyez pas que l'utopie aide aussi à vivre et à se mobiliser pour que les idéaux puissent un jour devenir réalité? Et le LKP se souvient du 14 février 1925 et du 14 février 1952, 2 années marquées par des répressions de mouvements sociaux. Rappelons que les paysans en 1925 et les ouvriers agricoles en 1952 ont payé de leur vie leur mobilisation. Ils réclamaient donc pour les premiers l'augmentation du prix de la tonne de canne. Le mouvement avait dégénéré et les gendarmes ont tiré, au bilan 6 morts. Et quant à 1952, ce sont les ouvriers agricoles de l'usine Gardel qui s'étaient mis en grève afin de réclamer une augmentation de salaire ainsi que l'amélioration des conditions de travail. Ils avaient érigé une brigade à la rue Sainte-Anne au bout du boulevard Rouget. Un gréviste avait été arrêté par les forces de l'ordre. L'équipiste rouge qui logeait à l'époque dans les bâtiments abrite actuellement le musée Edgar Clair. Les forces de l'ordre avaient ouvert le feu, faisant 4 morts, dont une femme enceinte qui sortait d'une pharmacie et 14 blessés. En ce sens, le LKP a convié la population à se souvenir et comprendre ce qui s'était passé. Le rassemblement a donc eu lieu vendredi soir au Moule. Les images avec Michel Terrasse. Une date qui est extrêmement importante, donc une série de dates, pas en tant que leader à février 52, mais dans une série de dates. À l'IT a travaillé contre la répression colonialiste, alors qu'à chaque fois, dans ces cas-là, les travailleurs en termes de revendications, qu'a posé logiquement des revendications sur les salaires, sur les conditions de travail, réponse à soit les patrons directement ou soit à l'État directement, c'est les massacres à coups de fusil. Donc, février 52, qui a rentré dans le cadre là, qui a rentré dans l'histoire là. Ça fait quelques années que nous travaillons, et parce que nous avons décidé de commémorer et de prendre en main et faire ces manifestations à ça. Pourquoi? Parce qu'elles ont toute personne que Gardel, toujours dans le mouvement, à Inaou, à Gourmi, comment ils descendent. Et ça qui fait en 52, je dirais pas différent que ça nous a vécu aujourd'hui là. Là, on a trouvé des patrons féroces, des patrons qui ont joué la montre, des patrons qui attendent au dernier moment, et là où on vient négocier, et au dernier moment là, il y a là qui ont bouché à loup. Et c'est pour ça que nous avons dit qu'aujourd'hui là, c'est important pour nous travailler en général, mais nous travaillons aussi en particulier à Gardel pour commémorer tous les jours de ça, parce que pour nous, c'est important. Important parce que pour nous, la connaissance et la connaissance historique, c'est en armes. Il faut nous connaître le passé, pour nous mieux projeter nous dans l'avenir. Et histoire nous, histoire le mouvement ouvrier marqué par un lot d'actes comme ça, de crimes coloniaux où l'État français n'a pas hésité à massacrer les gens alors que nous étions soi-disant français. Et nous ne rendre nous compte qu'avant c'était à coup de fusil, mais qu'aujourd'hui là c'est différemment. Mais l'objectif là c'est toujours même bien là. Faire nous payer et exterminer nous. Donc c'est pour ça qu'il est important que nous changions ces dates là pour nous projeter nous et que si nous nous connaissons ça de façon à ce que la vérité historique toujours triompher, donc on va nous amener pour l'émancipation sociale et nationale. Et on continue avec le maire de la commune d'Anse-Bertrand, Édouard Delta, qui a organisé une matinée d'échange intergénérationnel ce samedi 17 février à la bibliothèque municipale. Un moment de pure convivialité pour permettre à tous de partager leur expérience de la vie quotidienne d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Le reportage avec Michel Terrasse. Oui, c'était une volonté, effectivement, parce que la Guyane y était dans le temps. Et bon, pour des raisons que je ne connais pas, elle ne fait plus partie, elle ne faisait plus partie. Et l'an dernier, à cette même salle, j'avais sollicité le président de la Ligue de Guadeloupe et de la Martinique de faire en sorte que la Guyane puisse en faire partie de nouveau. Nous avons deux équipes de renom qui vont participer à cette compétition.
sous une forme un peu originale, mais que nous n'avons pas inventée pour l'occasion. Elle existait déjà. Il y aura 2 équipes de la Martinique en phase finale, une équipe de la Guadeloupe, une équipe de la Guyane, ce qui nous permettra d'avoir en demi-finale 2 équipes de la Martinique qui vont se rencontrer de façon à assurer une présence martiniquaise en finale. Sur le territoire martiniquais, c'est important. C'est très bien pour le football et ça permet à nos sélectionnés notamment de se jauger sous ces compétitions avec d'autres équipes de bonne valeur. C'est une bonne chose, c'est un football que l'on ne connaît pas, donc qui pourra nous permettre de progresser et de connaître autre chose que ce qu'on connaît au niveau local. Je trouve ça excellent, excellent pour le football guyanais et pour le football entier. Donc faire revenir la Guyane et en Michel Margaillard, je pense que c'est une excellente chose. Et surtout que les clubs guyanais ont beaucoup progressé, donc ce sont des équipes qui sont au niveau des équipes antillaises. Donc ils ont toutes leurs chances lors de cette compétition. Sportivement, c'est bénéfique pour la compétition. J'ose pas dire que plus on est de fous, plus on rit, mais plus on a des équipes de valeur, plus le niveau sera relevé, c'est sûr. On va mettre la charrue avant les bœufs. Il y a un match important contre la Gauloise, puisqu'on a la possibilité de recevoir sur le premier match et de se déplacer au retour. Donc il va falloir dès mardi essayer de faire le maximum pour justement pouvoir prétendre à jouer cette finale. Aucun entraîneur ne peut prioriser une compétition, puisque là où vous pensez que vous serez le plus à l'aise, c'est là où vous faites éliminer. Donc je ne vais pas utiliser la formule éculée, voire match par match, prendre les matchs les uns après les autres. C'est une formule que je n'aime pas, mais simplement essayer à chaque match, présenter la meilleure équipe possible pour l'emporter et puis le sort décidera. Maintenant, un peu de sport. La Coupe MMG Mutuelle Margaillard évolue. Désormais, la Ligue de football de Guyane est intégrée à la compétition dont la phase finale sera disputée en Martinique d'ici début mai 2018. Cela fait un moment que la volonté d'élargir la Coupe MMG à la Guyane était annoncée. En ce sens, pour l'édition 2018, cette participation sera effective. Le traditionnel échange Martinique-Guadeloupe, avec depuis 2009 une finale de manière alternative dans chaque territoire, s'arrête. Il fait dorénavant place à un tournoi avec 4 équipes, 2 de la Ligue haute du tournoi et une de chacune des 2 autres ligues. Guy Casimir au micro de Maxime Morel. Oui, c'était une volonté, effectivement, parce que la Guyane y était dans le temps. Et bon, pour des raisons que je ne connais pas, elle ne fait plus partie, elle ne faisait plus partie. Et l'an dernier, à cette même salle, j'avais sollicité le président de la Ligue de Guadeloupe et de la Martinique de faire en sorte que la Guyane puisse en faire partie de nouveau. Nous avons 2 équipes de renom qui vont participer à cette compétition. Sous une forme un peu originale, mais que nous n'avons pas inventée pour l'occasion. Elle existait déjà. Il y aura 2 équipes de la Martinique en phase finale, une équipe de la Guadeloupe, une équipe de la Guyane, ce qui nous permettra d'avoir en demi-finale 2 équipes de la Martinique qui vont se rencontrer de façon à assurer une présence martiniquaise en finale. Sur le territoire martiniquais, c'est important. C'est très bien pour le football et ça permet à nos sélectionnés notamment de se jauger sous ces compétitions avec d'autres équipes de bonne valeur. C'est une bonne chose, c'est un football que l'on ne connaît pas, donc qui pourra nous permettre de progresser et de connaître autre chose que ce qu'on connaît au niveau local. Je trouve ça excellent, excellent pour le football guyanais et pour le football entier. Donc faire revenir la Guyane et en Michel Margaillard, je pense que c'est une excellente chose. Et surtout que les clubs guyanais ont beaucoup progressé, donc ce sont des équipes qui sont au niveau des équipes antillaises. Donc ils ont toutes leurs chances lors de cette compétition. Sportivement, c'est bénéfique pour la compétition. J'ose pas dire que plus on est de fous, plus on rit, mais plus on a des équipes de valeur, plus le niveau sera relevé, c'est sûr. On va mettre la charrue avant les bœufs. Il y a un match important contre la Gauloise, puisqu'on a la possibilité de recevoir sur le premier match et de se déplacer au retour. Donc il va falloir dès mardi essayer de faire le maximum pour justement pouvoir prétendre à jouer cette finale. Aucun entraîneur ne peut prioriser une compétition, puisque là où vous pensez que vous serez le plus à l'aise, c'est là où vous faites éliminer. Donc je ne vais pas utiliser la formule éculée, voire match par match, prendre les matchs les uns après les autres. C'est une formule que je n'aime pas, mais simplement essayer
à chaque match, présenter la meilleure équipe possible pour l'emporter et puis le sort décidera. Il est 22h ce samedi soir et le tout nouveau restaurant de l'hôtel 5 étoiles Christophe Saint-Barth, situé près de la piscine et de la plage et la proie des flammes. Aucune victime, heureusement, n'est à déplorer, mais d'importants dégâts matériels puisque la structure et les cuisines sont entièrement détruites. Un incendie qui est survenu 3 jours avant sa réouverture, prévu initialement pour le 20 février. Rappelons que l'hôtel 5 étoiles, comme beaucoup d'établissements de l'île, avait en effet dû fermer après le passage de l'ouragan Irma en septembre dernier. Et voilà, il est 13h31. Nous vous souhaitons à tous et à toutes un bon appétit, en tout cas si ce n'est pas encore fait. Juste une dernière information concernant l'opération blocage escargot Molokoï, comme on appelle, qui a eu lieu ce matin des agriculteurs. Le président de région précise que demain à 9h, il recevra donc les agriculteurs qui réclament les aides nécessaires. Et la question qui se pose, pourquoi cet argent ne leur est pas encore parvenu. En tout cas, rendez-vous demain à 12h30. Comme d'habitude, vous ne serez pas là, je crois. Vous serez non, là je ne serai pas là. Mais je me débrouillerai tout seul, ne vous inquiétez pas. On va vous regretter, mais on fera quand même. Allez, voilà. Il est 12h et 13h déjà. Combien 32 minutes 32 minutes, c'est l'heure de manger. Oui, c'est l'heure de la pub d'abord. De la pub, oui, tout à fait. Et puis de vaquer à d'autres occupations. On se retrouve demain à 12h30 pour un nouveau ZCL avec d'autres invités. C'est parti.